Bonjour à tous. Aujourd'hui, la première vidéo pour vous, donc celle du chapitre 2, intitulée Le volume et la masse. Donc, ce que je vous ai mis là en arrière-plan de cette première page, ce sont des cylindres faits de différentes matières. Et vous voyez que, a priori, tous ces cylindres ont rigoureusement la même masse. Mais comme ils ne sont pas faits du même matériau, ici on a du bois, ici on a de l'aluminium, ici on a du carbone, ici on a du fer, ici on a du cuivre, eh bien probablement aucun de ces cylindres n'aura exactement la même masse. Ils ont tous le même volume, mais aucun n'aura la même masse. Et donc c'est le sujet de ce chapitre-là, on va apprendre à bien distinguer ces deux notions-là. Alors le plan de mon cours, en première partie on verra des techniques de mesure de volume pour faire ça de manière précise et rigoureuse, y compris comment est-ce qu'on pourra utiliser et convertir les différentes unités du volume. En deuxième partie, les techniques de mesure de la masse, des liquides, des solides, etc. Encore un rappel sur les unités et les conversions des unités, suivi d'une introduction à la notion de densité, que vous avez peut-être déjà abordée dans des classes précédentes. Et en troisième partie, on verra ensemble la notion de proportionnalité de la masse et du volume pour un matériau. Donc première partie, mesure de volume. Le volume d'un objet, en définition, on peut dire que c'est rien de plus que la place qu'il occupe dans l'espace. Rien de compliqué là-dedans. On mesure le volume d'un liquide avec de la verrerie graduée. Par exemple, on peut utiliser des éprouvettes graduées, comme ce que vous avez à l'image ici. Des éprouvettes graduées, ça va permettre d'avoir une lecture directe du volume de liquide introduit dans l'éprouvette au moyen de cette graduation. C'est une mesure qui va être rapide, mais qui ne va pas présenter une précision optimale, puisque pour le cas où le niveau d'eau ou le niveau de liquide tomberait entre deux graduations, eh ben, on aurait une incertitude. Et puis si on veut faire une mesure de liquide précise, on peut utiliser ce qu'on appelle de la verrerie jaugée. Ici vous avez l'image d'une fiole jaugée. Donc ça va permettre d'avoir un volume très précis. Le problème, c'est qu'on ne peut mesurer qu'un seul volume par type de verrerie. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, moi c'est clair sur mon écran, on a le chiffre 250, ce qui veut dire que cette fiole jaugée ne va pouvoir être utilisée que pour mesurer 250 millilitres. Si on veut utiliser un autre volume, eh ben, on va être obligé d'utiliser une autre fiole jaugée. Alors, comment lire une éprouvette graduée, puisque c'est ce qu'on va principalement utiliser cette année. D'ailleurs, tout le temps que vous serez au collège, on utilisera principalement de la verrerie graduée. Comment on lit une éprouvette graduée? Déjà, il faut faire attention à la forme qu'a le liquide quand on remplit une éprouvette graduée. Vous voyez que la surface du liquide, ici, elle forme une courbe. Cette courbe-là, elle porte un nom, on appelle ça un ménisque. Ménisque, il faut bien faire attention à bien l'écrire, et je vous en parlerai souvent. Donc le ménisque, c'est cette forme courbe que vous voyez ici. Alors, ça pose un problème, parce que soit on va lire le niveau du liquide en haut ici, on lira 22, soit on va le lire ici au milieu, on lira 21, soit on le lira en bas du ménisque et on lira 20. Alors quelle est la mesure exacte? Eh bien, la mesure exacte, qui a été adoptée par les constructeurs d'éprouvettes graduées et qui du coup garantissent une bonne précision, c'est que pour bien lire le volume, il faut toujours lire la graduation en bas du ménisque. Donc ici, vous voyez que le ménisque fait cette courbe-là, et le bas du ménisque, c'est l'endroit où il y a mon curseur, ici, et le bas du ménisque, il est bien au niveau de la graduation 20. Donc ici, j'ai bien 20 millilitres contenus dans cette éprouvette graduée. Pour bien lire cette graduation, il va falloir faire attention à l'endroit où on met son œil pour pouvoir bien lire le volume dans une éprouvette graduée. Donc je vous ai mis ce schéma. C'est évident que, vu la forme qu'a le ménisque, si on met son œil trop haut, on va voir ce volume-là. On va lire ça sur la graduation, et là, on aura une mauvaise lecture. Si on met son œil trop bas, on va avoir le regard qui va aller taper au fond du ménisque, et on aura une mauvaise lecture. Et la lecture qu'on aura, ce sera celle-là, elle sera sous-évaluée. Ici, elle a été surévaluée. La seule position de lecture
qui est satisfaisante, c'est celle pour laquelle on place son œil au même niveau que le ménisque du liquide, au même niveau que la graduation qu'on est en train d'essayer de lire. Ça veut dire que s'il faut poser l'éprouvette graduée sur une table et se baisser, carrément s'agenouiller pour bien voir la graduation, eh ben, il faut le faire, sinon on aurait une mauvaise lecture. Et je ferai très attention à ça en travaux pratiques, je vous demanderai d'être très précis là-dessus aussi. Alors, ça c'était pour le volume d'un liquide. Si maintenant on veut mesurer le volume d'un solide, il y a deux possibilités. Soit ce solide a une forme géométrique simple, et dans ce cas, le volume d'une forme géométrique simple, c'est un problème de mathématiques facile qu'on peut résoudre avec une règle et puis une formule de calcul. Par exemple, si on prend un volume simple qui va être un cube de hauteur petit a, eh bien son volume, on a une relation mathématique qui me dit que ça va être a multiplié par a multiplié par a, c'est-à-dire a au cube. Si maintenant je prends une autre forme simple qui est un cylindre de hauteur petite h et de rayon petit r ou grand R ici, eh bien j'ai encore une formule qui me dit que son volume va être égal à h multiplié par pi multiplié par r au carré. Et enfin, si je prends une sphère ou une boule qui a un rayon grand R, ici je vais avoir une formule, celle-ci, qui me dit que son volume est égal à 4/3 de pi fois r au cube. Alors, ce sont des formules qui sont un peu, disons, étonnantes vues comme ça. Je vous demande pas de les connaître par cœur, sauf bien sûr celle du cube, qui est vraiment très simple à retenir. Mais vous allez voir que la plupart du temps, on est dans des cas où les solides qu'on veut mesurer, ils sont pas du tout aussi simples que ça, et on peut pas utiliser de formule. Si le solide n'a pas de forme simple, on va utiliser une autre astuce. L'astuce, elle est représentée sur ce schéma-là. On va d'abord mesurer un volume de liquide précis et connu au moyen d'une éprouvette graduée. Ici, dans cette éprouvette à gauche, on met exactement 70 ml d'eau. C'est ce qu'on appelle V1. Puis on plonge le solide à l'intérieur de l'éprouvette et tout le volume pris par ce solide, eh bien, chasse l'eau et fait forcément augmenter le niveau de l'eau dans l'éprouvette. Et donc on a un deuxième volume qu'on va lire, V2, qui est égal cette fois-ci à 90 ml. Donc, à votre avis, de combien est le volume de ce solide si le seul volume supplémentaire dans cette éprouvette est dû à ce solide? Évidemment, il va falloir faire V2 moins V1, c'est-à-dire 90 moins 70, c'est égal à 20 ml. Et on tombe bien sur la phrase réponse, le volume du solide, qui est égal à 20 ml. Donc cette petite astuce, c'est celle qu'on pourra utiliser très largement en travaux pratiques pour mesurer le volume des solides.